Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau classement des pires gauchistes de la semaine. Et cette fois-ci, on revient au format originel, le top 5. C'est parti, on va, avant de commencer, quand même évoquer ceux qui auraient pu être dans ce classement très rapidement. Et je veux vous parler, bien entendu, de nos amis de France Télévisions, de France 2, qui ont réalisé cette émission Sommes-nous tous racistes. Alors, je ne les mets pas dans le classement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a du très lourd, notamment la première place, vous verrez cette semaine, elle est costaud. Mais aussi parce que j'ai déjà évoqué en longueur cette émission. J'ai réalisé une vidéo qui reprend les meilleurs passages de mon analyse en direct. Enfin, je regardais une rediffusion, mais c'est un peu le même principe. Voilà, j'ai eu plus de 2 heures d'émission qui est disponible en intégralité pour les membres de la communauté Sunrise sur Tipeee. Et donc, j'ai pris les meilleurs passages et ça donne une vidéo de 50 minutes condensée. C'est peut-être un peu long comme ça en apparence et peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous vous direz, bon, un peu la flemme de regarder. Pourtant, je peux vous assurer que c'est clairement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, je pense. Je vous dis tout et je parle notamment de cette kryptonite absolue pour les gauchistes qui est la biologie, la science. Donc voilà pourquoi je ne les mets pas dans le classement, cette joyeuse bande payée par nos impôts. Allez voir la vidéo que j'ai réalisée, franchement, elle vaut le détour. Diffusez-la au maximum également si elle vous a plu, c'est très important. Et j'en profite pour vous dire, tiens, tant que j'y pense, je fais mon influenceur, cette vidéo-ci, ce top 5 des gauchistes de la semaine, mettez le pouce bleu, commentez pour le référencement, c'est hyper important, et puis je lis tous vos commentaires évidemment, et puis diffusez également au maximum autour de vous. C'est parti pour le top 5. En 5e position, nous avons une eurodéputée France Insoumise, Emma Fourreau. Alors, elle est présente sur le classement, j'en avais pas parlé auparavant. Elle fait une entrée assez remarquée. C'est la jeune génération de la gauche LFI, très radicale. Alors, on va la voir en action tout au long de cette semaine et s'est illustrée à plusieurs reprises. Alors d'abord, en renommant la salle Margaret Thatcher du Parlement européen, au nom de Anne Harper, syndicaliste féministe opposée au thatcherisme. Donc là, on est dans une lutte contre le fanatisme néolibéral, nous dit-elle, qui est très classique à gauche, qui adore le communisme, tout ce qui est soviétique, mais alors par contre le libéralisme, pour eux, eh bien c'est quelque chose d'inenvisageable. Pourtant, il semble bien, quand on étudie les résultats économiques de divers pays, que le libéralisme est beaucoup plus efficace que le communisme ou le socialisme, mais ça, ils s'en fichent, c'est le réel, et la gauche ne s'intéresse pas au réel. Emma Fourreau, elle a continué avec cette photo en soutien à la jeune garde antifasciste. On la voit, alors avec un kéfier sur les épaules, bien entendu, qui fait le signe de ralliement de la jeune garde aux côtés d'un de ses membres. On ne dissout pas l'antifascisme. Force aux camarades, avec vous jusqu'au bout. Alors on rappelle que la jeune garde est une milice qui est radicale, violente, qui n'hésite pas à agresser les patriotes, ceux qui défendent leur pays, mais également les macronistes, puisque ce sont des membres de ce groupuscule qui ont agressé 5 militants des jeunes avec Macron à l'université de Nanterre. Voilà, donc ils attaquent même les macronistes. Et Emma Fourreau, elle en a rien à faire. Comme beaucoup de gens à la France Insoumise, elle les soutient sans retenue. C'est complètement dingue, tout simplement. On l'a également vu évoquer la rafle de Bruno Retailleau. Voilà, alors ça, tous les gauchistes étaient hystérique sur cette opération lancée par Bruno Retailleau qui était un contrôle, notamment dans les gares, de personnes pouvant être des clandestins pour ensuite, évidemment, idéalement les expulser. En tout cas, c'est l'objectif qu'on aimerait bien voir rempli. Pas certain que Bruno Retailleau suffise pour ça, mais en tout cas, voilà, il a lancé cette opération. Alors, les clandestins, par définition, sont des délinquants qui n'ont rien à faire ici, qui posent de multiples problèmes, etc. Je ne vais pas vous faire la litanie que vous connaissez bien, mais bon, c'est juste le respect de la loi, quoi. Et pour les gauchistes et pour Emma Fourreau ici, eh bien c'est clair, c'est une rafle. Alors, bien sûr, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale est évidente, transparente et assumée. Puisque voilà ce qu'elle nous dit. 85 ans après le 18 juin 1940, le gouvernement sombre dans les méthodes fascistes. Nous devons organiser la solidarité contre cette violente inhumanité. Alors, organiser la solidarité, ça veut dire tout faire pour empêcher la police de faire son travail, tout faire pour lutter contre ce que demandent les Français, puisque je le rappelle, les Français, en fait, ces opérations-là les dérangent pas du tout. Donc nos amis gauchistes, qui sont censés être des démocrates, des défenseurs du peuple, eh bien, ils devraient se soumettre à sa volonté là-dessus, et ils devraient lutter contre non seulement les clandestins, mais aussi contre l'immigration en tant que telle. Ils ne le font pas. Ils comparent ça au fascisme, au nazisme. Tout ça, c'est de la folie furieuse, mais c'est leur
seule manière de réfléchir de toute façon, donc ça nous permet comme ça de voir un peu leur psychologie. C'est vraiment pas glorieux. Et Emma Fourreau, vous voyez que franchement, elle en tient une couche et nous fait une belle semaine. Hein. Et puis enfin, on l'a vu aux côtés de Rima Hassan, que l'on voit ici, qui est également eurodéputée, toujours avec son kéfi, Emma Fourreau, hein, elle le lâche pas. Elle était en compagnie du leader indépendantiste kanak, Dimitri Kenegui. Et là, vous voyez clairement ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire tout ce qui peut saper la France, ce pays. Alors, moi, la Nouvelle-Calédonie, franchement, c'est très simple, on s'en débarrasse. Voilà. Tout ce qui est Mayotte, Nouvelle-Calédonie, tous ces trucs-là, franchement, j'en ai rien à faire. Voilà. C'est très triste parce qu'il y a plein de Néo-Calédoniens européens qui sont venus, qui ont construit ce pays, qui en ont fait quelque chose de magnifique et qui sont très attachés à ces terres. Et je comprends leur énervement peut-être à l'écoute de mon propos, mais en fait, il y a un moment où, comme ça, on se coupe des territoires problématiques, même s'il peut y avoir aussi des avantages, des zones économiques, des zones d'influence, etc. Mais bon, franchement, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, ça nous attire que des ennuis. Donc franchement, est-ce qu'on en a tant besoin que ça? Je suis pas convaincu. En tout cas, Emma Fourreau, elle était aux côtés de Rima Hassan, de ce leader indépendantiste, donc objectivement ennemi de la France, hein, qui a mené, lui, et avec bien sûr tous ses camarades, hein, parce qu'il était loin d'être le seul, une féroce révolte anti-française, avec des dégâts considérables, des gendarmes blessés, avec également des actes de racisme anti-blanc sur l'île, enfin bon, voilà. Mais ça, les gauchistes, ils adorent, et donc voilà, Emma Fourreau, qui a bien mérité cette 5e place. En 4e position, on retrouve François Hollande et sa compagne Julie Gaillet pour cette vidéo incroyable de Paris Match où l'on découvre la maison de François Hollande à Tulle. Écoutez, je vous propose qu'on regarde ça ensemble, vous allez voir, c'est assez énorme. Moi, ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'on est dans la ville. On est dans la ville. Mon point de vue préféré, c'est celui-là, là. C'est les petites maisons, là, ouvrières, tu vois. Non mais qu'est-ce que c'est que ce sketch? Ma vue préférée, nous dit Julie Gaillet, c'est celle où on voit les petites maisons ouvrières là-bas, en contrebas, les pauvres, avec une vie de grands bourgeois incroyable. On les voit dans leur cuisine, tout est nickel, tout est propre, tout est sympa, voilà. C'est la belle vie pour François Hollande et Julie Gaillet. Alors d'un côté, bon bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que cette vie-là, de la grande bourgeoisie bien éloignée des problématiques liées à son idéologie, c'est-à-dire que toutes les conséquences pratiques de l'immigration massive, etc., qui est voulue par ces deux-là, hein, qui sont des artisans du chaos qui a lieu actuellement en France. Alors, François Hollande, beaucoup plus que Julie Gaillet, même si elle a aussi sa responsabilité en tant qu'artiste engagé à gauche, etc., favorable à l'immigration extra-européenne, bien sûr, mais ils sont coupés des conséquences de tout ça. La vie est belle pour eux, voilà, sous les flashs de Paris Match, regardez-les là. Non mais l'opération de communication est insupportable, vraiment insupportable. Donc voilà, nos deux tourtereaux qui nous présentent une vidéo qui finit immédiatement dans ce top 5 des gauchistes de la semaine. Parce que là, c'est tout simplement extraordinaire comme scène. Juste avant de passer au podium, un petit mot pour les partenaires Sunrise. C'est grâce à eux, entre autres, hein, que je peux vous proposer ce petit moment hebdomadaire de plaisir partagé. Donc vous avez d'abord Idéochoc, qui est une super plateforme de podcast qui vous fournit des fiches, des résumés, mais hyper qualitatifs, toujours super intéressants, de livres, d'ouvrages essentiels. Donc des ouvrages, évidemment, on n'est pas sur du roman de gare, hein. On est sur des œuvres de qualité, ou alors même des œuvres de gauche, hein, pour mieux comprendre aussi ce qui se passe dans le cerveau des gauchistes. Et c'est vraiment du très très gros boulot, Idéochoc. Vous voyez, en plus, le site est tout nouveau, là, c'est absolument magnifique. Vous avez des sorties régulièrement, toutes les semaines, et vous avez vraiment des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont déjà chroniqués. Allez tester, vous avez le code promo Sunrise en plus, ça soutient la chaîne et ça vous permet à vous de gagner beaucoup de temps et de vous forger une solide culture générale. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Et puis, autre partenaire Sunrise, la nouvelle librairie, cette librairie en ligne, cette maison d'édition qui possède un catalogue de très grande qualité. Et bien entendu, vous avez là aussi le code promo Sunrise qui vous donne droit à une petite réduction sympathique. Donc, allez-y, allez acheter vos livres sur la nouvelle librairie. Vous avez en plus de ça la maison d'édition qui fait du très bon boulot, comme par exemple l'édition du racisme anti-blanc de François Bousquet. Là encore, que de la qualité, les amis. Voilà pour les partenaires Sunrise. On est de retour dans le top 5 avec le podium.
En troisième position, on retrouve Antoine Léaumont, député France Insoumise, grand habitué de ce classement bien entendu. Alors, il est là pour plusieurs choses. D'abord pour ce tweet où il reprend Bruno Retailleau qui avait publié un tweet en 2015 dans lequel il déclarait « Nous avons beaucoup trop attendu, nous avons laissé l'État islamique prendre racine, il faut une coalition mondiale avec la Russie et l'Iran. » Et donc Antoine Léaumont, il nous retweet ça aujourd'hui avec un petit emoji yeux pour dire « Regardez ce que disait Bruno Retailleau à l'époque sur l'alliance avec l'Iran. » Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait Bruno Retailleau, qui est aujourd'hui plutôt pro-israélien, donc pour Antoine Léaumont et nos amis de gauche, c'est pactisé avec le diable, hein, clairement, eh bien à l'époque, il était plutôt favorable à l'Iran, comme quoi finalement il a été corrompu. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais on comprend que globalement, Bruno Retailleau aurait changé d'avis, quoi. Mais le problème, c'est que 2015, c'était il y a 10 ans. Donc évidemment que la situation a évolué. Je ne me prononce même pas sur le fond de ce conflit. Juste, c'est complètement débile de dire « Ah bah tiens, Bruno Retailleau, il est dans une contradiction énorme », alors que, bien entendu, la situation géopolitique, les conflits régionaux dans cet endroit du monde, bon, bah finalement, tout peut changer, quoi. Et là où c'est assez amusant, et je me suis empressé de répondre ça, eh bien que si il reprend les propos de Bruno Retailleau il y a 10 ans, eh bien reprenons ceux de Jean-Luc Mélenchon alors. Sauf que là, Jean-Luc Mélenchon, quand à l'époque, il était férocement opposé au voile dans la rue, quand il était un fervent défenseur de la laïcité offensive contre l'islam, eh bien il n'y a pas eu de conflit géostratégique qui a changé. En fait, on est sur un avis sur un débat de société et les prescriptions religieuses islamiques n'ont pas changé. Son avis sur le voile aurait dû globalement rester le même. Bon, après, il peut évoluer aussi, il n'y a pas de problème, c'est ce qui s'est passé. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus contradictoire que ce tweet de Bruno Retailleau. Mais Antoine Léaumont, évidemment, eh bien, lui, cette contradiction-là, il ne la relève pas, il préfère se concentrer sur les gens de droite. C'est un classique à gauche. Antoine Léaumont s'est également illustré cette semaine à propos, encore et toujours, de cette opération policière massive contre les clandestins lancée par Bruno Retailleau. On l'écoute. Bruno Retailleau est un ministre de l'Intérieur raciste. Il en fait une nouvelle fois la démonstration avec son annonce de 4000 policiers et gendarmes mobilisés pour arrêter des étrangers prétendument en situation irrégulière. Notez qu'il dit prétendument en situation irrégulière parce qu'il sait bien que effectivement quand on est clandestin, eh bien on est délinquant et donc on doit être expulsé, on doit être condamné pour ça. Et là, il essaye de dédouaner les clandestins de tout ça en disant prétendument. Non, 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 non. En fait, il sent que c'est un petit peu bancal son propos. Alors évidemment, bon, il y a les trucs Retailleau racisme, c'est complètement débile. Mais il sent bien que c'est un peu bancal et il est obligé de dire ça. Donc vous voyez déjà qu'il y a un peu un aveu de faiblesse quand même de la part d'Antoine Léaumont. Pourquoi fait-il cela? Eh bien pour susciter la haine des étrangers, pour donner l'impression que les étrangers en situation irrégulière seraient d'une certaine manière dangereux et qu'il faudrait donc mobiliser les policiers et les gendarmes pour les arrêter. Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est génial les gauchistes. Il n'y a pas de volonté de susciter la haine. On ne dit pas les clandestins sont dangereux, même si c'est vrai que parmi les clandestins, il y a des gens dangereux, qui n'ont donc doublement pas de raison d'être là. Mais c'est juste qu'en fait, clandestin, c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité. Point final. Point final. Et il y a beaucoup trop de clandestins en France, et donc ce genre d'opération, bah, c'est plutôt une bonne chose. Donc lui, évidemment, il y voit le retour des heures les plus sombres. Mais vous voyez à quel point ces gens-là, ils sont en déconnexion totale avec l'ensemble des Français qui, de manière très majoritaire, soutiennent ce genre de politique et voudraient même que ça aille beaucoup plus loin. Et puis enfin, Antoine Léaumont, il est à la 3e place pour ce courrier co-signé avec Raphaël Arnaud, le porte-parole, le patron de la Jeune Garde. Donc un courrier co-signé avec le chef d'une milice violente. Bon, pourquoi pas, on n'est plus à ça près, de toute façon à gauche. Hein. Ce courrier est parti la semaine dernière, nous dit Antoine Léaumont, chez la procureure de la République. Alors, un courrier qui évoque le cas de Jordan Florentin, journaliste à Frontières, qui avait déclaré sur CNews quelque chose qui n'a pas du tout plu à notre ami Antoine Léaumont. Voilà ce qu'il avait déclaré à l'époque à propos des émeutes qui avaient suivi la victoire du PSG. La réalité, c'est que là, en fait, c'est un effet de masse. Et c'est une masse qui convoite la violence parce que c'est une masse qui est unie d'une culture anthropologique qui est violente, celle des banlieues. C'est ce qu'on appelle des racailles. Ils sont venus détruire le centre de Paris et qui sont galvanisés parce qu'ils arrivent aussi en clan. Il y a une culture clanique derrière. Ils savent qu'entre eux, ils peuvent se protéger, se défendre. Et il y a dans cette culture qui est celle d'un autre peuple, tout simplement, qui n'est pas partenaire de notre civilisation et qui donc ne respecte pas nos valeurs, nos mœurs. Le sujet, il est
uniquement migratoire. C'est-à-dire qu'on a eu sur les Champs-Élysées tout un peuple qui n'est pas le nôtre, qui est venu casser, embêter, pour ne pas être plus vulgaire, le nôtre. Et puis, Jordan Florentin avait republié cet extrait sur X en l'assortissant d'un commentaire. Ce sont des barbares, pour ainsi dire sémantiquement, des étrangers. Ils ne font pas partie de notre peuple et ne participent pas de notre civilisation. C'est en masse qu'il faut réfléchir car eux fonctionnent déjà de manière clanique. Alors là, franchement les amis, je dirais que c'est une très bonne analyse sociologique qu'on ne trouvera justement jamais dans les facs de sociaux qui sont trustés par la gauche, qui voient toutes les problématiques sociales qui peuvent exister jusqu'à en inventer un gros paquet. Mais alors par contre, sur l'impact de l'immigration sur la France et puis cette culture venue d'ailleurs, cette culture très clanique effectivement, là, silence radio. Et donc, Antoine Léaumont et Raphaël Arnaud, ils n'ont pas du tout aimé ce qu'a déclaré Jordan Florentin, notamment, il le pointe du doigt, le terme racaille et le terme barbare. Alors ça leur a pas plu, pourquoi? Je sais pas. Objectivement, ce sont des barbares. Les mecs qui viennent, qui cassent, qui pillent, qui affrontent les policiers et qui sont dans l'ultra-violence, c'est barbarique. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et racailles, oui, ce sont des racailles aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchent là-dedans. Ils cherchent à s'appuyer sur des jurisprudences qui ont notamment touché Éric Zemmour pour attaquer Jordan Florentin. Tout ça, c'est de la folie furieuse. Ces gens-là sont des ennemis de notre peuple qui n'hésitent pas à signaler comme des bons petits scribouillards. Là, franchement, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est mesquin. Ils signalent au procureur de la République des propos et notamment ces termes racailles et barbares. Mais franchement, c'est la honte, tout simplement. Et en deuxième position de ce top 5 des gauchistes de la semaine, on retrouve Sandrine Rousseau. Je sais que vous l'adorez, je l'adore également, voilà. Parfois, je suis un peu partagé entre la pitié, le rire, les larmes, la colère, bon. Elle nous fait passer par toutes les émotions, mais c'est pour ça qu'on l'apprécie. Et je peux vous dire que justement, on va parler d'émotions, parce que Sandrine Rousseau, elle était sous le choc des votes de l'Assemblée nationale récemment sur la réouverture de Fessenheim, même si c'est plus cosmétique comme vote qu'autre chose, et puis sur le vote d'un moratoire sur les énergies renouvelables, et notamment l'éolien. Regardez sa réaction. Merci Monsieur le Président. Donc là... Après avoir voté hier la réouverture de Fessenheim qui était en cours de démantèlement, on vient, dans l'indifférence générale, de voter un moratoire sur les énergies renouvelables. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'en plus, vous en tirez fierté. C'est incroyable. Alors là, Sandrine Rousseau, elle est dégoûtée. Voilà, alors, rappelons quand même que la réouverture d'une centrale nucléaire, même si ça va être compliqué techniquement à faire, mais en tout cas, normalement, ça devrait ravir Sandrine Rousseau s'il était une véritable écologiste et pas une écolo-gauchiste, parce que le nucléaire, c'est évidemment beaucoup mieux que les alternatives. On rappelle que l'Allemagne, qui a supprimé ses centrales nucléaires, et c'est basé sur l'énergie renouvelable, en fait, a dû ouvrir des centrales de charbon. Voilà, donc vaut mieux du nucléaire, ça permet d'avoir une électricité décarbonée, et c'est mieux pour tout le monde, même économiquement, ça fait baisser le prix de l'électricité, plus on en produit, mieux c'est, bref, bon. Mais ça, Sandrine Rousseau, pour elle, c'est une catastrophe, voilà. Et elle ne s'en était pas remise, écoutez-la, c'était ce matin sur RMC. Ce qui se passe depuis quelques jours est incroyablement dangereux, c'est une forme de suicide collectif que nous organisons, enfin, ce refus de voir le défi écologique, cette volonté au contraire de prendre toutes les décisions à l'inverse, il y a quelque chose de même sur la psychologie qui est étonnant, quoi. Bon, on va peut-être arrêter là, vous avez vu l'essentiel, elle est toujours vraiment au plus bas, et alors elle nous parle de pensée suicidaire, quoi, de suicide collectif. Rappelons quand même, j'aime pas trop le faire parce que je ressens beaucoup de pitié à chaque fois que j'évoque ça, mais c'est important. Vraiment, c'est important, c'est fondamental même. Sandrine Rousseau s'était confiée à Gala, mes pensées suicidaires ne m'empêchent pas d'avancer. Donc, on a quelqu'un qui est littéralement... Et franchement, je lui jette pas la pierre. Enfin, le problème, c'est que c'est une responsable politique. Donc, bon, déjà, ça pose problème. Mais je veux dire, en tant que personne humaine, je souhaite qu'elle aille mieux. Voilà. Mais on a littéralement quelqu'un qui est suicidaire, qui nous parle de décisions qui seraient un suicide collectif. Non, attends, hop. Plus de nucléaire, ça serait du climato-scepticisme, ça serait ne pas prendre à bras-le-corps la question environnementale, etc. Mais de quoi tu parles? Le nucléaire est une énergie
verte. Il y a très peu d'impact sur l'environnement et c'est d'ailleurs un impact bien moindre que celui des énergies renouvelables qui ne sont pas entièrement vertes pour plein de raisons différentes, je ne vais pas revenir dessus. En fait, elle a 0 sur toute la ligne. Mais bon, Sandrine Rousseau, finalement, tout s'explique par ses pensées suicidaires, hein. Donc on comprend mieux. Et puis écoutez, voilà, nous pendant ce temps-là, on observe ça de loin et on se demande comment ça se fait qu'une personne ait autant de responsabilités, autant de poids politique et médiatique. Parce que là, franchement, à part nous fournir du contenu pour les top 5 des gauchistes de la semaine, ce qui permet de nous marrer quand même régulièrement, franchement, l'apport de Sandrine Rousseau à la France, il est globalement très négatif. Allez, juste avant de passer à la première place, un petit mot pour ceux qui veulent me soutenir. Vous pouvez le faire via ma plateforme Tipeee. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise. Si vous voulez toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, eh bien, votre soutien est essentiel. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont répondu positivement à l'appel à soutien que j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois. Alors, j'ai pas réussi à obtenir autant de nouveaux membres de la communauté Sunrise que j'aurais pu espérer, mais ça a déjà été un gros coup de pouce pour moi, donc merci 1000 fois. Et pour ceux qui veulent rejoindre la communauté Sunrise, vous savez quoi faire, rendez-vous en description, vous avez le lien vers ma page Tipeee. Vous avez du contenu exclusif, vous avez plein de vidéos, plus d'une centaine en réalité, qui sont déjà disponibles. Vous avez l'accès à un groupe Telegram privé, venez rejoindre la communauté Sunrise les amis, et puis on est parti pour la première place. Et en première position cette semaine, au sommet du podium, avec une performance extraordinaire. Franchement, il a fait très fort. On retrouve Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise. Alors d'abord, on va écouter un extrait de son passage sur RMC ce matin, avec Charles Consigny qui lui parle du fameux Nicolas. C'est toujours Nicolas qui paie. On va écouter, vous allez voir, c'est assez savoureux, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est confronté à un discours qui le met en PLS total, et il n'a d'autre recours que s'énerver, vous allez voir. Je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Désolé. Eh oui, désolé. Non. Ici, donc vous voyez, c'est une belle performance de Charles Consigny qui met sur le devant de la scène cette thématique qui est essentielle. Et vous savez que moi j'en parle depuis un bon moment maintenant, de cette nécessité absolue d'en finir avec le poids de l'État, avec ses dépenses publiques démentielles et avec le socialisme de manière générale, même si évidemment il ne s'agit pas d'aller dans l'ultra-libéralisme, mais enfin, dans le libéralisme musclé, ça serait une bonne chose. Et ce qui est incroyable, c'est que face à ce discours, Jean-Luc Mélenchon, franchement, il est incapable de répondre sur le fond. Voilà. Vous voyez, c'est quand même savoureux. Et vous voyez que le public applaudit, et applaudit non pas Jean-Luc Mélenchon, mais Charles Consigny qui parle de ça. On va le voir avec ce deuxième extrait où Jean-Luc Mélenchon est là encore en grande difficulté. Comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres? Parce que c'est ça. Attends. Ah oui, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Bien, alors on va prendre par un autre bout. Si on prend un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. Bon. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Alors, parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent?
Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous allez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais je tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Alors là, les amis, c'est extraordinaire. Un gauchiste face au peuple, un gauchiste face au bon sens populaire. On n'en peut plus de payer, pour les assister, effectivement. Alors évidemment, tous ceux qui touchent les aides sociales ne sont pas des profiteurs. Il y a quand même une partie de ces gens-là qui, effectivement, touchent ces aides sociales et pour des bonnes raisons, des accidents de la vie, passagers, etc. Bon, bref. Bon, vous voyez évidemment que la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, elle est obligée d'aller dans un extrême comme ça parce que ça tient pas à son discours. Il est obligé de dire, voilà, vous êtes des égoïstes, mais pas du tout. Si nos impôts aidaient vraiment, par exemple, je sais pas, l'école, des trucs comme ça, les hôpitaux, voilà, moi je suis pour qu'on augmente les professeurs, les infirmiers, les médecins, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas des égoïstes. Par contre, quand ça va dans des secteurs un petit peu différents, où là effectivement il y a énormément d'assistés, mais au-delà des assistés, comme on dit, il y a aussi les dépenses publiques, les subventions royales à des potes de gauche qui ont une association culturelle, etc. Des trucs comme ça, on n'en peut plus, voilà. On n'en peut plus. Et Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas répondre à ça. Ça, c'est hyper intéressant. On le voit s'énerver, pointer du doigt le public qui finalement le prend à partie, en fait. Bah oui. Parce que le gauchisme, il y a un ras-le-bol général, voilà. On n'en peut plus de Jean-Luc Mélenchon et sa clique et son idéologie pourrie. On veut du changement, on veut reprendre le pouvoir et on veut en finir avec cette folie gauchiste. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça et c'est jouissif de voir Jean-Luc Mélenchon face au public. Alors Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas à cette place de numéro 1 de la semaine uniquement pour ça. Il est également sur cette place sans aucune discussion possible pour cette tirade incroyable. Ethnomasochisme puissance 10 000 de la part de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute, qui nous parle de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane. Vous allez voir, c'est incroyable. Nasser était un personnage de la période de la décolonisation, d'une audace extrême, qui exprimait mieux que n'importe qui la modernité du monde arabe. Parce que ceux qui le regardent comme un monde d'obscurantisme, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent ni l'histoire profonde de l'islam, ni... parce que je pense à Cordoue et à tout le reste, là, et aux contributions des Arabo-Andalous, mais dans la période la plus récente, c'était ça. C'était Nasser, c'était, si vous avez vu des vidéos sur l'époque, c'est extraordinaire de voir ce que ça signifie. Et puis, l'indépendance de l'Algérie, c'était aussi quelque chose qui faisait parler, rêver, penser. Nasser était un personnage de la période de la décolonisation, d'une audace extrême, qui exprimait mieux que n'importe qui la modernité du monde arabe. Parce que ceux qui le regardent comme un monde d'obscurantisme, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent ni l'histoire profonde de l'islam, ni... parce que je pense à Cordoue et à tout le reste, là, et aux contributions des Arabo-Andalous, mais dans la période la plus récente, c'était ça. C'était Nasser, c'était, si vous avez vu des vidéos sur l'époque, c'est extraordinaire de voir ce que ça signifie. Et puis, l'indépendance de l'Algérie, c'était aussi quelque chose qui faisait parler, rêver, penser. Et il était normal que tous ces peuples qui avaient une telle longue histoire, la longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est l'Orient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait, et qui vous a appris comment on faisait des vitraux, et qui vous a appris les maths. Alors là, les amis, il y a tellement de choses à dire sur cette tirade. Je vais me focaliser sur quelques points, vous m'excuserez, je vais pas... Sinon, on est parti pour une heure de débunkage en règle. Donc, ethnomasochisme franchement impressionnant de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui se met complètement à plat ventre devant le monde arabo-musulman. Bon, c'est l'électoralisme, mais aussi de la volonté de détruire la grande civilisation européenne et de montrer finalement qu'elle n'est pas grand-chose comparée au reste, ce qui est évidemment une vue de l'esprit total. Et c'est vraiment très grave. Mais alors, prenons c'est une déclaration, j'en rigole, parce qu'en fait, vaut mieux en rigoler. C'est complètement stupide ce qu'il balance. Donc il nous dit, déjà, s'il n'y avait pas eu Saladin, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales, parce que c'est lui qui vous a appris à monter les cathédrales et puis à faire les vitraux. Voilà.
Prenons la date de naissance et de décès de Saladin. Et donc, il est né en 1138 et il est mort en 1193. Ok, puis maintenant, on va regarder la liste chronologique des cathédrales françaises. La première cathédrale, Verdun, 990, l'année 990. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le chantier débute en 1015. La cathédrale de Besançon, 1033. Bon, vous voyez la liste, je pourrais la continuer à l'envi. On se rend compte qu'on n'a pas attendu Saladin pour faire des cathédrales. De même, pour les vitraux, bon, il y a un moment aussi où il faut remettre les choses dans l'ordre. Les vitraux, depuis l'Antiquité, les Européens savent faire, notamment par Rome, voilà, et le vitrail au Moyen-Âge, eh bien, ce sont les Européens qui l'ont réalisé, même s'il y avait des matériaux qui pouvaient provenir de Chine, par exemple, le savoir-faire technique, lui, était européen. Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti dans cette tirade, Jean-Luc Mélenchon, il nous raconte n'importe quoi. C'est vraiment édifiant. Enfin, on sait pourquoi. Là encore, ethnomasochisme, idéologie de gauche, volonté de détruire l'Europe, enfin, de la rabaisser au maximum, waouh, c'est chaud. Il était en forme cette semaine, Jean-Luc Mélenchon. Et ça s'est pas arrêté là, parce qu'il dit quand même dans cette tirade, il y avait une différence de niveau entre le monde arabo-musulman et l'Europe. Ce qui veut dire, c'est que finalement, nous sommes ou étions inférieur au monde arabo-musulman, et ça, il s'en réjouit. Il dit, voilà, les Européens, ils en font toujours des tonnes, mais pendant longtemps, ils étaient inférieurs au monde arabo-musulman, qui était quelques niveaux au-dessus d'eux, quoi. Bon. Alors, même si c'était vrai, ce qui se discute très largement, voilà. Mais même si c'était vrai, ok, admettons. Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Quelle civilisation est un ou plusieurs niveaux au-dessus de l'autre aujourd'hui? Ah, là, tout d'un coup, Jean-Luc Mélenchon, il se fait plus discret, il se fait plus calme, hein? Bah oui, parce que là, le discours changerait radicalement, et donc il ne peut pas parler de ça. Donc, mais par contre, alors taper sur l'Europe inférieure, entre guillemets, de l'époque, là, il y va. Cette tirade est folle, et elle valait bien à Jean-Luc Mélenchon cette première place. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez appréciée, et si c'est le cas, eh bien le pouce bleu, le petit commentaire, hyper important pour le référencement, diffusez aussi au maximum autour de vous, c'est vraiment hyper important, donc merci d'avance à tous ceux qui joueront le jeu. En description, vous avez les partenaires Sunrise et le lien vers ma page Tipeee. Merci les amis, et puis on se dit à très vite.